Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. Cette année, la Société d'exploitation de développement aéronautique et météorologique Sodexam a annoncé de fortes précipitations avec des risques d'inondation très importants. Le gouvernement est en alerte pour une gestion optimale de la période. Plusieurs mesures énergiques pour résoudre la problématique des pertes en vie humaine et des dégâts matériels ont été élaborées, notamment la sensibilisation, le déguerpissement, les démolitions et de vastes travaux d'assainissement. Malgré l'état d'alerte du comité interministériel sur la gestion des crises et catastrophes pour cette saison des pluies, malgré l'objectif assigné, 0 victime en saison des pluies, le bilan est lourd. Le bilan est lourd, 30 décès malheureusement enregistrés, des disparus et des blessés. Que nous prévoit la Sodexam pour les jours et pour les semaines à venir? En dépit des mesures prises par le gouvernement, pourquoi un tel bilan? Au regard de cette situation alarmante, quelles sont les nouvelles mesures urgentes décidées en Conseil des ministres? Nous recevons ce soir sur notre plateau spécial, nous recevons les acteurs clés du gouvernement qui pourront donner réponse à nos différentes interrogations. Nous recevons M. Jean-Louis Moulot. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Touré. Vous êtes maire de Bassam. Tout à fait. Et vous êtes également directeur général de la Sodexam. C'est exact. Merci d'être là. Merci à vous. Nous recevons également M. Théan. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur du cabinet adjoint au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est sûr. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Mon colonel Yeo, merci à vous. Vous êtes directeur des opérations de secours à l'ONPC, qui est donc l'Office national de la protection civile. C'est bien ça, Madame Touré. Et pour terminer, nous recevons M. Aou Konon. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'exploitation à l'Office national de l'assainissement et du drainage. C'est exact. Messieurs, merci pour votre présence ce soir sur notre plateau. À l'entame de l'émission, ce que l'on aime faire, c'est au-delà de votre présentation, vous poser quelques questions pour que l'on situe mieux le contexte et la raison de votre présence sur le plateau. Alors, maire de Bassam, Monsieur Moulot, Bassam, malheureusement, fait l'actualité en ce qui concerne le niveau d'inondation. Et également, directeur général de la Sodexam, c'est à cette structure que l'on doit la fiabilité et la réalité de ce que l'on vit comme montée des eaux. Effectivement, la Sodexam, comme vous le savez, est l'agence météorologique nationale, donc elle a pour mission de pouvoir mettre à la disposition des décideurs des informations météorologiques fiables, suffisamment en amont pour pouvoir être des outils d'aide à la décision. Comme cela se fait chaque année, des bulletins de prévision en amont de la saison des pluies ont été produits et mis à disposition de l'ensemble des autorités compétentes afin que les dispositions idoines puissent être prises et préparer justement le choc de cette saison des pluies, puisqu'il ne nous aura pas échappé que nous nous situons dans un contexte international où le changement climatique se fait ressentir de plus en plus durement sur différents pays. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire en a fait les frais à l'occasion de cette saison des pluies. On a connu des extrêmes. D'accord. Bassam, comment va Bassam? De mieux en mieux. Grand Bassam a été durement touché. C'est le lieu d'exprimer notre solidarité à l'ensemble des populations sinistrées, celles de Grand Bassam, mais des autres communes également de notre pays qui ont été touchées. Et très tôt, nous avions pris les devants en procédant au curage de l'ensemble des canaux secondaires de la ville, afin de pouvoir anticiper justement le choc de cette pluviométrie importante qui était annoncée. Et lorsque la crise est survenue, nous avons agi. Et avec l'appui du gouvernement, des mesures vigoureuses ont été mises en œuvre. On va y revenir tout au long de cette émission. Merci à vous d'être là. Monsieur Théan. Alors, avec vous, la construction, le logement et l'urbanisme. Quand on parle de construction, avec vous, on parle également de démolition pour préserver les populations. C'est cela? Tout à fait. Et quand on parle de logement? Alors, ce qu'il faut dire, pour contextualiser un peu, on a une démographie galopante en Côte d'Ivoire, une forte urbanisation qui est constatée au niveau d'Abidjan particulièrement, où nous sommes passés en 2014 de 4,7 millions d'habitants à 6,3 millions d'habitants dans le district d'Abidjan.
Malheureusement, cette forte urbanisation n'a pas été suivie d'un accroissement important au niveau des infrastructures, particulièrement les infrastructures d'assainissement et de drainage. Il y en a eu pas mal, mais pas en adéquation avec le rythme d'évolution de la population au cours de ces dernières années, ce qui a entraîné, lorsqu'on a des extrêmes comme M. le maire l'a dit, des inondations comme on peut le constater. On a pu le constater assez récemment. La mission du ministère de la Construction dans l'urgence, c'était, avec l'appui des différents services gouvernementaux, de pouvoir libérer les emprises d'assainissement, donc qui étaient obstruées soit par des bâtis donc, qui ont été démolis, ou par certaines extensions de bâtiments également qui obstruaient le passage des eaux qui ont été également démolis. Vous allez nous expliquer tout cela en long et en large. Colonel Yeo, alors, directeur des opérations de secours à l'Office national de la protection civile, avec vous, on aura le bilan, la réalité de la situation en Côte d'Ivoire avec cette période d'inondation. Tout à fait, Madame Touré. Permettez-moi avant tout propos de remercier la ETI qui nous donne l'opportunité de parler directement aux populations qui nous ont confié leur sécurité. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Diomandé Vagondo, et du directeur général de l'Office national de la protection civile, le préfet hors grade Amankou Kassi-Gabin, qui autorise notre présence sur ce plateau pour participer à cette action commune afin d'adresser cette question à laquelle notre pays, malheureusement, n'échappe pas, comme l'ensemble des pays du globe, vu les incidences des changements climatiques et leurs effets néfastes sur notre cours de vie et puis nos différents modes de vie. Merci. Merci à vous. Monsieur Aou Konan, directeur de l'exploitation à l'Office national de l'assainissement et du drainage, vous allez nous expliquer l'envergure des travaux. C'est un peu cela ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui va être fait. C'est cela. Il faut dire que je suis là au titre du ministère en charge de l'assainissement et qui parle des pluies, parle d'ouvrages pour gérer les pluies, donc qu'on appelle ouvrage de drainage. Et il faut dire qu'à ce jour, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Et bon, pendant les moments de grande pluie, nos services sont beaucoup sollicités. Très bien. Alors nous avons un élément de reportage. Les équipes de reporters sont retournées sur les lieux de drames malheureusement enregistrés. Nous proposons cet élément de reportage qui est signé Davis Oyo, Seydou Ouattara et Ibrahim Touré. Yopougon, quartier Mikao, derrière la zone industrielle. Un secteur mis à rude épreuve par les intempéries. En témoignent les dégâts causés par la forte pluie constatée dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet. Des pertes en vie humaine. Kakouboya Pierrette a vu son frère de 34 ans asphyxié par la terre rouge provenant du dessus de leur habitation. Quand lui il est venu 23h40 par là, le temps va finir de causer, lui et moi, il était déjà minuit. Il est rentré, puis je suis rentré. Il a commencé à dormir. Et que j'attends au dehors, sortez, il y a quelqu'un, maison est tombée, sortez. Il me réveille, il me lève, il veut venir voir au dehors ce qui se passe. Je vois devant ma porte, la boule est remplie jusqu'au niveau de ma taille. Quand l'électricité était coupée, j'ai vu ça en ombre. Donc il rentre dedans, mon pied rentre dans poto. Je vais toucher à la boule, arrive jusqu'en ma taille. Il a commencé à trembler, crier. Mon enfant, à l'âge de 11 ans, il s'est réveillé dans son sommeil. Il dit, maman, il y a quoi? Il dit, mais non, maison en train de tomber. Donc l'enfant l'a grimpé et que ceux qui criaient au dehors ont vite de l'enfant. Il dit, il y a quelqu'un dedans, là, quelqu'un dedans, c'est comme ça. Les jeunes sont rentrés dans la boue et ils sont allés nous sauver, moi et mes 4 enfants. Arrivé au salon, je me retrouve que chambre de mon petit frère est remplie de la boue et le salon. J'écris maintenant et mon petit frère, on dit, toi, il faut sortir d'abord. Je dis non, je vais voir mon petit frère d'abord. Dans ça, eux m'ont pris et puis m'ont mis au dehors. Elle ne peut contenir ses émotions. Les pluies diluviennes sont fréquentes dans la ville d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays.
Elles exposent les populations à des inondations et éboulements. Maisons sous les eaux, voitures emportées par le courant d'eau. Les précipitations augmentent en intensité comme en durée, transformant les zones à risque, les rues, en de véritables fleuves. Et pourtant, lors du lancement officiel de l'opération du curage des caniveaux, le 16 mars 2023 dans la commune d'Abobo, les autorités ivoiriennes ont annoncé la poursuite des travaux d'envergure suivis de campagnes de sensibilisation de masse pour amener les populations à quitter les zones à risque. Au même moment, la SODECSAM a fait une large diffusion de la détresse, l'angoisse et les dégâts que pouvait causer la saison des pluies. Un message rangé au tiroir par la population protestant du caractère naturel des inondations et éboulements. Conséquence, les pratiques défiant la salubrité publique continuent. Déversement des déchets ménagers et industriels dans des canalisations d'eau. À cela s'ajoute l'obstruction, un phénomène dû à l'ensablement lui-même à l'origine du problème d'inondation de Grand Bassam. Chaque année, chaque saison des pluies, des morts sont enregistrées. Le décompte augmente malgré les dispositions préventives de l'État et de la SODECSAM. Alors j'ai pu observer beaucoup de soupirs sur le plateau. Ce sont des images difficiles à accepter, à soutenir. Quelles sont vos réactions à chaud, messieurs? Monsieur Moulot, je commence par vous. Eh bien, vous l'avez indiqué, beaucoup d'émotions en visionnant ce reportage, dans la mesure où, en notre qualité d'élus locaux, le bien-être et la sécurité des populations constituent une préoccupation majeure. Donc de pouvoir assister à des drames tels que ceux que l'on a vécus ne nous laisse pas insensibles. Très bien. Monsieur Gouatéan? C'est pareil, hein. En tant que représentant de membres du gouvernement, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a suivi ce reportage et profiter de votre antenne pour traduire toute notre compassion à l'ensemble des victimes de ces inondations. Très bien. Mon colonel, Yéhou? En fait, le maître mot ici, c'est compassion. Traduire la compassion des différents acteurs qui sont déployés sur le terrain sans discontinuer depuis plusieurs mois maintenant, en prévision de ces aléas-là. Donc, traduire cette compassion aux victimes, à leurs parents, à leurs familles, leurs proches, et aussi les assurer que toutes les dispositions sont prises pour leur apporter le juste secours, le bon secours, le secours requis au moment où il faut par le gouvernement et puis toutes les structures techniques en charge de cette question. Monsieur Aoukonon, nous terminons par vous. Oui, je pense que je ne vais pas dire autre chose que ce qui a été déjà dit. Les images qui viennent de passer n'appellent autre chose que de la compassion à l'égard des victimes ainsi que de leurs parents. Très bien. Alors, émission spéciale, raison spéciale des décisions ont été prises en conseil de gouvernement depuis hier. Nous en parlerons dans cette deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, nous avons besoin de comprendre ce qui nous arrive, ce qui se passe, et puis qu'est-ce qui va être fait. Je m'adresse à vous, Monsieur Jean-Louis Moulot. Vous êtes certes maire de Bassam, vous êtes directeur général également de la SODECSAM. Alors, la SODECSAM, que nous dit la SODECSAM par rapport à la période de pluie déjà? Où est-ce qu'on en est et à quoi est-ce que l'on doit s'attendre les jours à venir? Très bien. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que, comme je l'indiquais dans mon propos liminaire, nous nous situons dans un contexte international qui est marqué par le changement climatique. Ce changement climatique va nous entraîner à vivre, malheureusement, des épisodes climatiques extrêmes. La Côte d'Ivoire, à l'instar de certains autres pays à travers le monde, donc, vit ces phénomènes climatiques extrêmes, qu'il s'agisse de la sécheresse avec la raréfaction des pluies dans certaines zones de notre pays, ou alors des précipitations abondantes dans une période très rapprochée. Et c'est ce que nous avons vécu, malheureusement, cette année à l'occasion de cette saison des pluies. Pour le district d'Abidjan, on note que la pluviométrie qui s'est abattue sur cette zone-là est supérieure à 90% à ce qu'on a observé sur les 3 dernières années. Et ce sont des phénomènes donc inédits, assez rares. Pour la ville de Grand Bassam, la pluviométrie a été supérieure à 56% par rapport à ce qu'on a pu observer lors de la saison des pluies sur les mois de juin-juillet sur les 3 années précédentes. Ça faisait 30 années qu'on n'avait pas enregistré des niveaux de pluie aussi importants. D'accord. Alors, Monsieur Gouatéan,
dites-nous, si on devait cartographier Abidjan pour commencer, en ce qui concerne les zones identifiées à démolir, quelle serait cette cartographie? Alors, je parlerai plutôt de zones à risque. Donc, de zones à risque qui ont été identifiées sur tout le district d'Abidjan. Donc, dans chaque commune, avec l'appui de l'ONPC, du ministère en charge de l'assainissement, certaines zones ont été identifiées comme étant des zones à risque où des mises en demeure, des sensibilisations ont été menées vis-à-vis de ces populations qui vivent dans ces zones pour qu'elles puissent évacuer ces zones. Le planificateur urbain que nous sommes en tant que ministère en charge de l'urbanisme, lorsque nous planifions le développement de la ville, nous prévoyons un certain nombre d'infrastructures ou de zones où l'on peut habiter ou l'on ne peut pas habiter. Malheureusement, la plupart de ces zones à risque se situent dans des zones non constructibles, dans des zones déjà identifiées par le planificateur urbain comme des zones dangereuses pour l'habitat. Donc, nous sommes véritablement bouleversés lorsque nous voyons ces images où ces zones sont colonisées par ces populations. Est-ce que vous avez un mandat pour démolir? Bien entendu, la loi, le Code de la construction et de l'habitat nous donne mandat pour démolir toute construction anarchique. Toute construction anarchique. Donc, ça obéit à une certaine procédure jusqu'à ce qu'on arrive à la démolition. Et pour toutes les démolitions que nous avons réalisées jusque-là, dans le cadre de cette activité, et plus particulièrement dans la ville de Grand Bassam, c'est des démolitions qui ont eu lieu sur des zones non approuvées, où l'habitat n'était pas requis, où c'était des passages d'eau, on était obligé de démolir pour sauver des vies. Alors, souvent, vous nous parlez et l'on constate que les zones qui sont déguerpies sont recolonisées, peut-être par différentes personnes ou les mêmes. Et malheureusement, survient des drames. La question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce que lors de cette recolonisation, vous n'intervenez pas pour y mettre un terme? Alors, dans la police ou dans la gestion urbaine, nous n'intervenons pas directement. Nous intervenons en appui avec les collectivités territoriales. Donc, c'est les mairies qui sont les premières à alerter ou à gérer leur territoire communal. Donc, c'est important de le dire. Également, nous ne pouvons pas, avec les capacités limitées que nous avons, poster un agent près d'une zone à risque. C'est pourquoi nous profitons de ces actions concertées avec les communes, l'ONPC et le ministère en charge de l'assainissement pour non seulement passer un message, mais également déguerpir les populations qui colonisent ces zones. Mais nos capacités ne nous permettent pas de pouvoir faire la police ou mettre un agent ou deux agents dans des zones à risque, surtout que c'est des zones qui sont vastes. D'accord. Colonel Yeo, alors ce que l'on va vous demander, c'est quel est le bilan, quel est le point à cette date en ce qui concerne malheureusement les mauvaises nouvelles. Très bien. À la date d'aujourd'hui, 13 juillet 2023, nous enregistrons pour l'ensemble du territoire national 30 décès malheureusement, 22 décès pour le Grand Abidjan, 8 pour l'intérieur du pays, 17 blessés et un peu plus de 2443 personnes mises en sécurité. Voilà de façon générale le bilan qui est enregistré à ce jour concernant les inondations et les effets néfastes des pluies qui ont été enregistrés. Ce bilan cache mal les nombreux efforts qui ont été engagés par le gouvernement et qui expliquent le bilan qui a été enregistré pour la ville de Grand Bassam, puisqu'il y a eu une large diffusion sur le cas de Grand Bassam. On a pu remarquer que pour le cas de Grand Bassam, malgré les nombreuses familles qui ont été mises en sécurité et qui ont été exposées aux effets des eaux, on n'a enregistré aucun décès, aucun blessé. Donc sur les 60 familles et les 225 personnes mises en sécurité, on n'a enregistré aucun décès et aucun blessé.
ça traduit en fait l'efficacité des actions qui ont été menées. Malheureusement, le bilan dont je viens de vous parler... Mais quand vous parlez d'efficacité des actions menées, on a envie de faire une comparaison. Voilà, avec justement le bilan. M. Moulot j'en venais. A pu faire. Quelles sont les actions qui ont été menées qui n'ont pas été menées ailleurs pour qu'on parle de décès? En fait, le nombre de décès est lié à une concentration dans les zones qui ont été préalablement identifiées comme zones à risque. C'est le fameux défi de la recolonisation de ces zones à risque. Vous avez pu constater que dans ce qui a été appelé désormais la folle nuit du 6 au 7, on a enregistré plus d'une dizaine de décès. Et avec une concentration dans une zone particulière qui a été identifiée comme zone à risque, avec la coordination des services techniques des mairies, malheureusement, des populations recolonisent nuitamment ces zones-là comme abri temporaire pour passer la nuit avec des équipements de fortune. Et c'est plusieurs de ces personnes-là qui ont été piégées par les eaux et les coulées de boue. Ce qui explique en fait ce fort taux en une seule nuit, parce qu'ils se sont mis justement dans ces zones à risque-là, zones identifiées, largement diffusées auprès de ces populations-là, puisqu'elles ont fait l'objet d'un préalable déguerpissement. Et il y a suffisamment de communication. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir l'adhésion des populations par une meilleure compréhension du risque et une meilleure connaissance du risque. Parce que tout plan, aussi parfait fut-il, a besoin de la participation active de ceux pour qui il est établi. Et les premières personnes pour qui ce plan est établi, c'est chacun de nous qui sommes le premier maillon de la chaîne de secours, c'est-à-dire la population. Alors à ce stade de l'émission, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que ces 30 personnes décédées ça aurait pu être évité? Largement. Je suis de ceux qui croient, mais Dieu comme fer, et j'en suis pleinement convaincu, que c'est largement évitable et que la Côte d'Ivoire a le potentiel pour éviter ce genre de situation. Parce que, malheureusement, ces situations-là arrivent par le non-respect de consignes mais basiques. La première étant de libérer les zones à risque, d'éviter de recoloniser ces zones à risque. Et puis surtout, on est en face. On a à gérer en fait un aléa qui est connu, qui est récurrent, qui est cyclique, qui est prévisible. On a des services techniques qui ont une capacité, une expertise reconnue, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Sodexam, c'est quoi? Voilà. C'est quoi, 90% de fiabilité là, Plus de 90% Plus de de fiabilité sur les prévisions qui sont effectivement diffusées. Elles étaient en deçà ou au-dessus de ce qui s'est produit? Non, les prévisions étaient conformes à ce qui s'est produit. Il faut savoir que la météorologie nationale a été certifiée selon la norme ISO 9001 version 2015. Et nous avons un service météorologique qui fait partie des services météo de référence sur le continent africain. Vous aurez noté que notre directeur de la météorologie nationale, d'ailleurs, a été porté au poste de premier vice-président de l'Organisation météorologique mondiale lors du dernier congrès qui s'est tenu à Genève le mois dernier, pour dire que la météo ivoirienne est une météo fiable, qui inspire confiance et qui est respectée au plan international. Le niveau de pluviométrie, ces jours-ci, on va rester dans la même proportion? Alors, il va continuer à pleuvoir. Nous sommes toujours en saison des pluies. Cependant, le pic est passé et nous allons connaître une pluviométrie. Le pic est passé, donc on va dans une période de décrue? Absolument. Nous tendons vers la fin de la grande saison des pluies. Jusqu'à la fin du mois de juillet, donc nous devrions arriver à la fin de la grande saison des pluies et la petite saison des pluies interviendra dans les périodes habituelles. Très bien. Colonel Yeo? Oui, donc... Vous allez rapidement conclure? Oui, j'étais donc disant que c'est largement évitable et notre pays a une marge de progression vraiment immense pour se mettre au-dessus de ce genre de situation. Parce que les zones à risque sont identifiées, elles sont régulièrement mises à jour. Pour Abidjan, c'est 154 zones à risque. Pour l'intérieur du pays, c'est 289 zones à risque identifiées en coordination avec les services techniques de mairie et dont la liste est largement diffusée auprès des populations
pour éviter ce genre de drames qui, je le répète, sont largement évitables et pour lesquels la Côte d'Ivoire est suffisamment armée pour faire face efficacement. Alors, on va revenir là-dessus parce qu'on se pose encore la question de savoir pourquoi est-ce que les actions n'ont pas été plus énergiques pour contraindre, tirer de force, faire sortir, empêcher les gens de revenir. Là, on se pose encore... Vous m'avez répondu en disant qu'on ne peut pas mettre devant chaque habitation quelqu'un, c'est vrai. Mais il y a peut-être d'autres options dont on va parler tout à l'heure. Alors, Monsieur Aoukono, alors, dites-nous, avec vous, drainage, assainissement, tout ça, donc de grands travaux d'envergure ont été lancés, sont en cours et sûrement à venir. Mais on a réellement le sentiment, est-ce que tout a été fait? C'est la question que l'on se pose. Est-ce que tout a été fait par rapport au fait qu'il y ait ce niveau de montée des eaux? Merci, madame. Il faut dire que c'est difficile de dire qu'on a tout fait. C'est-à-dire que c'est difficile de dire qu'on a fait réaliser les infrastructures qu'il faut et qu'à un moment donné, on ne peut plus avoir de problème. La gestion des phénomènes d'inondation en termes d'investissement, il y a deux volets. Il y a d'abord la réalisation des ouvrages neufs et puis ensuite, il y a l'entretien des ouvrages existants. Je dis que c'est difficile de dire qu'on a tout réalisé parce que d'abord, aucun ouvrage de drainage n'est réalisé pour faire face à n'importe quelle intensité de pluie. Ça, c'est le premier facteur. Et puis, deuxièmement, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire DG de la SODECSAM, avec le changement climatique, les phénomènes pluvieux deviennent de plus en plus imprévisibles. Donc, de ce point de vue-là, il est difficile de dire qu'à un moment donné, on est prêt. Mais sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, qui sont en cours et qui sont prévues. Je veux dire, par exemple, depuis l'année 2018, dans un passé pas trop lointain, c'est en 2018 qu'il y a commencé à avoir des lourds bilans suite aux pluies. En 2018, qu'on a eu beaucoup d'effets dévastateurs au niveau de la Riviera Palmeraie. Et depuis 2018, il y a d'importants travaux d'ouvrage de drainage des eaux pluviales qui ont été faits. De 2018 jusqu'à aujourd'hui, il faut dire qu'il y a 54 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des travaux de construction d'ouvrages de drainage, un peu partout dans le pays, mais principalement à Abidjan, et Abidjan dans pratiquement toutes les communes. Mais les ouvrages qui ont été réalisés les plus structurants sont qu'on a réalisé un barrage écrêteur en amont de la rue Ministre. Oui. Ça, son rôle, c'est de retenir les eaux en amont pour éviter que ça vienne faire des dégâts en aval. Et puis, globalement, il a été construit 23 km de collecteurs primaires de drainage au niveau des communes de Cocody. Là, vous êtes un peu technique pour nous. Mais ce qu'on veut savoir, c'est avec ce niveau d'investissement, avec tout ce qui a été donc initié, ça veut dire que ce que l'on vit, c'est la meilleure version que l'on pouvait vivre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, ça veut dire qu'on ne pouvait pas parer, on ne pouvait pas parer à cette situation extrême annoncée par la SODECSAM depuis, on ne pouvait pas? Non, on ne pouvait pas parce que, en fait, il y a ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire est encore énorme. Au regard de ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Voilà, c'est-à-dire que là, en 2018, il y a eu l'actualisation du schéma directeur d'assainissement du district d'Abidjan qui prévoit des investissements à hauteur de 550 milliards, dont environ 200 milliards pour les ouvrages des eaux pluviales. Donc, quand on prend ce volume-là de budget de 200 milliards et que là, je parle de 54 milliards, donc vous voyez que, c'est-à-dire par rapport à ce qui devrait être fait pour améliorer la situation, ce qui est fait n'est pas suffisant pour vraiment parer à toutes les éventualités. Donc, ça veut dire que ce dont vous parlez, la différence de 2 milliards est en cours pour continuer et puis que de plus en plus les chiffres puissent baisser en ce qui concerne... C'est ça. Il y a des travaux qui sont en cours en ce moment, mais il y en a pour lesquels les financements sont toujours en train d'être recherchés par les autorités.
Et donc, au fur et à mesure qu'on a les financements, on réalise les ouvrages qui peuvent être réalisés pour essayer d'atténuer les dégâts dus aux eaux. D'accord, donc ça veut dire que les ouvrages sont en cours toute l'année. Parce qu'on a également ce sentiment-là, vous allez nous le dire. On a le sentiment que vous bougez à la veille de la période de saison des pluies. Non, c'est vraiment le sentiment parce que, comme je l'ai dit, il y a deux volets en matière de lutte contre les inondations. Il y a le volet investissement, c'est-à-dire construction des infrastructures, mais il y a le volet entretien. Le volet entretien des ouvrages existants, c'est un volet qui est mis en œuvre sur toute l'année. Voilà, les ouvrages sont sous entretien permanent pour leur donner leur capacité optimale de fonctionnement. Et ces budgets d'entretien-là, des ouvrages existants, aujourd'hui, coûtent en moyenne 2 milliards de francs à l'État chaque année. Mais c'est vraiment sans répit. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est des opérations qui se font parce que, comme les ouvrages, on a dit qu'il y a encore beaucoup à faire. Le peu qui existe déjà, il est important de les maintenir dans leur meilleur état de fonctionnement pour que ça puisse atténuer les effets. Monsieur Moulou, en ce qui concerne la ville dont vous êtes maire, par la grâce de Dieu, vous n'avez enregistré aucune perte en vie humaine, mais énormément de dégâts. Alors, comment va Bassam? Et puis dites-nous, qu'est-ce que les populations ont vécu? Alors, Bassam se porte un petit peu mieux. Grâce aux actions conjuguées de la mairie de Grand Bassam et du gouvernement qui est venu avec des moyens importants. Et je veux saluer l'action justement de ces services du gouvernement, le ministère de la Construction. Mon voisin, le directeur de cabinet adjoint, a été sur le terrain pour superviser les opérations justement de libération des emprises. L'Office national de l'assainissement du drainage qui a dégagé des moyens techniques et des engins pour pouvoir permettre de soulager les populations. Et on ne le dira jamais assez, l'Office national de la protection civile, dont les éléments ont fait preuve d'un grand professionnalisme pour justement mettre en sécurité les populations lorsqu'elles se trouvaient en détresse. Et nous avions sur place au niveau local donc une cellule de crise impliquant toutes les parties prenantes avec l'autorité préfectorale également, qui nous a permis donc de répondre aux urgences et aux préoccupations de nos populations. Donc les populations ont traversé une période difficile. Certains quartiers sont encore sujets à ces situations d'inondation, mais grâce aux actions énergiques qui sont en cours, justement, la situation s'améliore progressivement et on note une amélioration. Très bien, je vous remercie. Monsieur Gbatéan, alors dites-nous, dans votre ministère, il y a également le volet logement. Alors c'est une chose de déguerpir les personnes pour assurer leur sécurité et le fait que ces personnes restent en vie. Mais est-ce que vous avez une politique pour les reloger? Alors, déjà, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Aoukounan pour dire que pour le peu d'ouvrages d'assainissement que nous avons, il faut pouvoir en prendre soin. Il faut pouvoir en prendre soin en ne jetant pas tout et n'importe quoi dans les ouvrages d'assainissement et surtout en ne les obstruant pas avec des constructions. C'est pourquoi le message de fermeté de la part du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est d'actualité sur la démolition de tous ces ouvrages qui obstruent le passage d'eau ou qui encombrent les ouvrages d'assainissement. Pour le cas spécifique de Grand Bassam, nous avons eu plusieurs démolitions qui ont permis quand même non seulement de sauver des vies, mais de libérer le passage d'eau et de permettre à certains quartiers aujourd'hui d'être dans de meilleures conditions de vie. Cela dit, relativement au relogement des personnes qui sont déguerpies tout de suite, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, sont mises à contribution, comme ça a été le cas de Bassam, pour pouvoir prendre en charge les premières personnes déguerpies dans l'urgence. Et avec l'appui de l'ONPC, c'est-à-dire toute la cellule de crise, au niveau des communes d'Abidjan, des sites ont été déjà identifiés pour reloger les personnes à déguerpir. C'est peut-être pas les meilleures conditions d'habitat sur le très court terme, mais ça permet au moins de remédier à la situation. Vous êtes en train de nous dire que toutes les personnes qui sont déguerpies, bien qui partent d'elles-mêmes, ont au moins dans l'immédiat un endroit, que ce soit une école, que ce soit un endroit où aller, et puis être en sécurité pour passer quelques nuits. Oui. C'est ce que vous nous dites. Oui. Et ensuite, il y a une stratégie, il y a quelque chose qui est mis sur pied pour les aider à se reloger. À se reloger dans le très court terme, non, tout de suite. Non, tout de suite.
Peut-être à moyen ou à long terme, des décisions seront attendues du gouvernement sur ces questions, mais dans le très court terme, il faut sauver déjà les vies. C'est pourquoi nous faisons un appel à la solidarité familiale, à la solidarité au niveau des collectivités territoriales pour accueillir les personnes qui sont dans les différentes zones à risque. C'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, une question également pour vous. Lorsque l'on parle d'inondation, d'effondrement, de démolition, c'est votre ministère. Mais est-ce que la qualité des matériaux n'est pas mise en cause? Est-ce que vous avez compétence également pour vérifier cela? Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, nous contribuons dans le groupe de travail sur les matériaux de construction, mais nous ne sommes pas lead. C'est une prérogative du ministère en charge du commerce. Mais nous travaillons avec le ministère en charge du commerce sur la problématique des matériaux de construction. Et cet échange sur les matériaux de construction, nous les menons avec les professionnels du secteur. Pourquoi j'insiste sur les professionnels du secteur? Parce qu'il n'est pas forcément de la compétence de celui qui est le maître d'ouvrage de juger tout de suite la qualité des matériaux. Pour construire, il faut faire appel à des professionnels. Donc, on peut vérifier, par exemple, qu'un certain type de fer à béton est de bonne qualité, mais n'est pas adapté à la construction que vous voulez faire. C'est pourquoi, en faisant appel à un professionnel, il sera lui-même à même de vous donner le matériau ou de vous conseiller sur le bon matériau. Donc, pour construire, il faut plutôt faire appel à des professionnels avec qui nous échangeons sur la qualité des matériaux. D'accord. Alors, nous allons vous proposer dans quelques instants l'extrait du Conseil des ministres avec des mesures urgentes qui ont été prises au égard à la situation. Mais juste avant, j'aimerais demander au colonel Yeo qui est en situation de détresse lorsque l'on vous appelle, parce que les numéros vont s'afficher également, on vous appelle, et quelle est votre capacité de réactivité et dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à mettre en sécurité les personnes? Très bien. Toute personne qui se trouve dans une situation où, de par ses propres moyens, elle ne peut pas se sortir de cette situation-là, le conseil qui lui est donné, c'est de recourir aux différents services de secours dont les numéros sont largement diffusés pour qu'elle puisse avoir l'aide extérieure nécessaire pour se sortir de cette situation-là et reprendre un cours de vie normal. Voilà en ce qui concerne la situation de détresse. Quand nos services sont requis, services qui préalablement étaient mis en alerte, donc je l'indiquais tantôt, depuis plus de 8 semaines, l'ensemble des acteurs de premier plan du dispositif de protection civile, j'entends par là aussi bien les pompiers militaires que les pompiers civils, c'est environ 40 casernes qui couvrent l'ensemble du territoire national, ont été mis en alerte et sont déployés sur le terrain sans discontinuer depuis donc au moins 8 semaines pour réduire les délais d'intervention. Et il y a un pré-déploiement qui a été fait relativement aux zones à risque qui ont été identifiées préalablement avec les services techniques des mairies et l'ensemble des différents membres du comité interministériel de gestion des inondations pour apporter un prompt secours, un juste secours aux différentes populations et leur permettre de traverser cette situation-là de façon normale parce que j'insiste là-dessus, j'estime que notre pays a largement les capacités, le potentiel de pouvoir supplanter cette situation. Très bien. Je vous propose d'écouter à nouveau les mesures urgentes prises hier en Conseil des ministres et après nous reviendrons pour un dernier tour de table. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan partiel de la saison des pluies sur la période allant du 1er avril au 10 juillet 2023 dans le district autonome d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Les pluies abondantes qui s'abattent depuis le mois d'avril 2023 ont causé, hélas, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants en dépit des mesures préventives prises par le gouvernement. À la date du lundi 10 juillet, nous déplorons malheureusement 30 décès, dont 22 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. Le gouvernement réitère sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées, aux blessés et à toutes les personnes sinistrées.
Au regard de cette situation alarmante, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque. L'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités administratives locales, des élus et des responsables communautaires. Un appui particulier à la mairie de Grand Bassam pour la prise en charge des personnes sinistrées et des travaux à y exécuter. La destruction des sites à risque pour éviter d'éventuels drames et la consolidation des budgets des acteurs opérationnels en charge de la gestion des effets néfastes des pluies. Alors, je propose de regarder en détail les différentes mesures urgentes qui ont été adoptées par le gouvernement hier en Conseil des ministres. Nous commençons par le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque. Colonel Yeo. Renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque, ça signifie que les secours seront prédéployés en fonction des différentes zones qui ont été identifiées comme des zones à surveiller par rapport à l'aléa inondation pour permettre un rapide secours aux populations, donc réduire au maximum les délais d'intervention, les rendre le plus courts possible, et puis surtout assurer une surveillance quasi continuelle, puisque ça tourne en boucle 24 heures de ces dites zones-là pour éviter justement ou bien participer à éviter la recolonisation. On en parlait tantôt, l'épisode de la nuit du 6 au 7, les 80% des cas de décès sont liés à la recolonisation des zones identifiées comme zones à risque. Mais la réalité, voilà. Oui, la réalité, c'est que quand on vous écoute parler, on a envie de vous dire pourquoi attendre des mesures urgentes? Pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas fait? C'est une question de moyens? Ça a été fait. Ce sera renforcé parce que la situation que nous connaissons actuellement est excédentaire par rapport aux prévisions de précipitations prévues. Et surtout, dans des grandes villes comme c'est le cas à Abidjan, l'accumulation et la concentration de biens sur des périmètres de plus en plus réduits aggrave avec des comportements inadéquats le risque que nous connaissons, qui est un risque mondial, avec, on ne le dira jamais assez, les changements climatiques, les phénomènes extrêmes, mais qui sont aggravés par le comportement humain. C'est-à-dire, au-delà de la cause naturelle, on a les causes anthropiques, malheureusement, qui constituent à démultiplier le risque. Vous en parliez. Alors, quand vous faites récurer les caniveaux, par exemple, ça veut dire que les populations remettent des déchets là-dedans qui obstruent, c'est là. Mais la question que l'on vous pose, c'est pourquoi les caniveaux sont ouverts, par exemple? Peut-être Donald va répondre. Oui, allez-y, dites-nous. Oui, bon, il faut dire que les eaux des pluies, les eaux des ruissellements ruissellent en surface. Hein. Donc, si tout est fermé, on ne pourra jamais capter. Donc, les caniveaux à ciel ouvert servent à récupérer les eaux des ruissellements des surfaces, mais par moment, on fait des ouvrages enterrés pour canaliser ces eaux-là vers leur exutoire. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire que des ouvrages enterrés fermés. Sinon, l'eau qui coule en surface ne sera jamais... En tant que profane, on a vu des caniveaux avec des espèces de barres en métal. Là. Oui. C'est pas ouvert, c'est pas fermé. Mais d'abord, on ne peut pas tomber là-dedans. Oui. Et deuxièmement, on n'a pas le sentiment que l'on puisse mettre des déchets qui puissent obstruer. Oui, mais ça dit que le caniveau, avec les grilles dont vous parlez, c'est encore plus délicat que lorsque c'est complètement ouvert, parce que avec les déchets qui sont, même si c'est pas rejeté directement dans les caniveaux, si c'est rejeté dans la nature, avec les eaux de ruissellement, ces grilles-là sont plus facilement colmatables que si le caniveau était complètement ouvert. D'accord. Voilà qui est clair. Alors le premier point, c'est donc le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque que vous nous avez expliqué et développé. Et en ce qui concerne l'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités, je m'adresse à vous, d'abord vous, monsieur le maire. Vous
vous avez déjà initié un genre de collaboration, déjà, et puis de communication avec les populations. Absolument, nous disposons d'un outil qui est la cellule civilo-militaire, qui est présidée par le préfet du département, qui rassemble donc l'ensemble des forces ainsi que les leaders communautaires. Et c'est à travers cette cellule civilo-militaire que nous avons communiqué en amont de la saison des pluies sur justement les tendances qui étaient attendues. Cela a permis donc d'informer les populations et de les amener à prendre des dispositions afin de limiter l'impact négatif de ces pluviométries abondantes qui étaient annoncées. La cellule civilo-militaire a été mise en mission lorsque les catastrophes, les drames ont été observés pour pouvoir renforcer la sensibilisation. Et ce travail a commencé dans les quartiers, dans les villages. Cette cellule-là fait des rencontres de proximité pour rappeler aux populations ces messages essentiels. D'abord, nous avons une responsabilité collective de préserver les ouvrages de drainage pour leur permettre de remplir leur fonction, qui est justement de drainer, d'évacuer les eaux de pluie vers le milieu naturel. Et nous avons également la responsabilité d'être vigilants dans nos quartiers, d'être les gardiens de ces ouvrages-là. Oui. Lorsqu'on observe qu'un voisin où un individu vient construire sur un ouvrage de drainage, notre responsabilité est d'interpeller tout de suite les autorités locales afin qu'elles puissent agir, parce que comme disait le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Construction, les mairies, le ministère ne peuvent pas être présents dans tous les quartiers, dans tous les villages, derrière chaque habitant. C'est vous qui prenez le relais? Absolument. Absolument. D'accord. Vous avez des propos complémentaires? Oui, c'est-à-dire à la suite de M. le maire, pour rebondir sur certainement le point de la libération des emprises, notre action sera plus vigoureuse. Notre action sera plus vigoureuse dans l'ensemble des sites déjà identifiés comme étant des sites à risque. Donc, des mises en demeure de démolition seront délivrées là où ce n'a pas été fait et des courriers d'évacuation également à l'endroit des populations sera adressés. C'est le lieu également d'appeler à la solidarité, comme je l'ai dit tantôt, et saluer l'implication des comités locaux. Pour l'expérience que nous avons eue à Bassam, si nous avons pu réaliser ces différentes démolitions, c'est grâce à l'appui non seulement de la mairie, mais à l'appui également des communautés locales qui ont compris l'intérêt d'opérer ces démolitions de ces ouvrages qui obstruent le passage de l'eau. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est lorsque l'on parle de destruction de sites à risque, c'est ce dont vous parlez, vous avez encore le temps de faire des courriers, des documents? Vous n'allez pas aller et puis faire sortir les personnes pour les préserver? Si, je veux dire, sur Bassam, ça a été en une journée. Ça a été un peu brusque, mais les populations avaient été déjà informées dans le cadre d'un projet qui se dénomme le PARU. Conformément à nos procédures, il est important d'informer et de donner un certain délai aux différentes populations avant d'aller démolir. Et nous pensons que si nous agissons très vite, comme ce que nous avons déjà commencé à faire, on va pouvoir préserver quand même des vies. D'accord, très bien. Alors, les mesures, on a parlé du renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque. On en a parlé, vous avez développé. On a parlé de l'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités. On en a parlé avec vous également. Nous venons de parler donc de la destruction des sites à risque. Et là, il y a un appui particulier à la mairie de Grand Bassam et la prise en charge des sinistrés. À ce stade, est-ce que vous avez déjà les détails ? Oui, absolument. En termes d'attente, tout d'abord, la mairie a, dès le déclenchement de cette crise, pris des dispositions en engageant une entreprise pour pouvoir donc libérer les ouvrages de drainage de tout ce qui les obstruait et permettre d'évacuer l'eau vers les exutoires. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la salubrité, a pris le relais lorsque Monsieur le Premier ministre a dépêché une mission gouvernementale sur le terrain. Donc le gouvernement a pris le relais et les travaux se poursuivent donc sous l'autorité de l'Office national de l'assainissement du drainage. C'est donc cette prise en charge de la facture des travaux qui avait été initiée dont il est question. Ensuite, il y a encore à ce jour une cinquantaine de personnes qui sont hébergées, prises en charge en termes d'hébergement, de restauration par la mairie, des sinistrés qui n'ont pas encore pu regagner leur domicile. Et le Premier ministre a bien voulu
sur les instructions du chef de l'État, donc faire prendre des dispositions afin que la mairie soit soutenue pour la prise en charge de ces personnes sinistrées. Le troisième volet, ce sont les personnes dont les lieux d'habitation ont été démolis parce qu'ils étaient sur des zones non edificandi, des zones non constructibles. Et ces personnes-là donc bénéficieront d'un petit appui pour pouvoir se reloger, un appui symbolique qui vient du gouvernement pour leur permettre de se réinstaller. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est valable pour la ville de Grand Bassam. La ville de Grand Bassam. Absolument. Est-ce que vous avez l'information? Est-ce que c'est élargi à toutes les villes de Côte d'Ivoire, les mesures? Vous avez l'information? C'est une mesure nationale, puisque dans le cadre du comité interministériel de gestion des inondations, nous avons la participation active du ministère de la Solidarité qui a élaboré un plan pour appuyer les victimes de ces inondations. Je crois que dans le cas de la ville de Grand Bassam, cette ville a reçu la visite de Madame la ministre avec une délégation importante pour apporter non seulement un appui, manifester sa compassion, mais apporter un appui aux différentes populations qui avaient été impactées. Donc c'est un programme de lutte vraiment holistique qui prend en compte toutes les dimensions et tous les aspects liés aux effets néfastes des inondations, aussi bien l'aspect urgent en matière de secours, l'aspect social en matière de relogement, l'aspect continuité des activités économiques. C'est vraiment un engagement de tout le gouvernement au travers de ce comité de gestion interministérielle présidé par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Si vous me permettez de revenir sur cette dernière intervention, effectivement, Madame la ministre de la Solidarité, sur les instructions du chef de l'État, s'est rendue à Bassam et a apporté un appui en vivres et en non-vivres, ainsi qu'un appui en numéraire aux familles qui sont prises en charge dans les différents lieux d'hébergement. Très bien. Et le dernier point, en ce qui concerne les mesures urgentes qui ont été prises en Conseil des ministres, c'est la consolidation des budgets des acteurs clés. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça veut dire que tout le monde aura une enveloppe supplémentaire pour faire face à cette situation délicate que vit la Côte d'Ivoire? Eh bien, s'agissant des acteurs clés, il me semble que ce sont les acteurs techniques, donc le ministère de la Construction, qui a la responsabilité de procéder à la démolition des constructions, justement, sur l'emprise de ces ouvrages de drainage, l'Office national de l'assainissement du drainage, qui a la responsabilité, donc, de dégager les moyens techniques, de mettre en œuvre des moyens techniques, des engins notamment, pour pouvoir, donc, procéder à l'entretien des canaux et aussi le développement, donc, de linéaires nouveaux. Certainement l'Office national de la protection civile, dont l'intervention a été précieuse tout au long de cette crise, puisque jour et nuit, ils étaient sollicités et ont déployé des moyens techniques, des Zodiacs, etc., pour pouvoir donc intervenir et préserver les vies humaines. Je crois que c'est ce qui est mentionné. Pour la ville de Grand Bassam, de manière spécifique, nous avons également, il y a quelques années, entamé un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales. Et le projet d'assainissement et de résilience urbaine, le PARU qui a été évoqué tout à l'heure, la ville de Grand Bassam a été retenue pour une enveloppe de 8 milliards de francs CFA. Et les travaux de renforcement donc, du réseau de drainage des eaux de pluie vont démarrer dans les jours à venir dans la ville de Grand Bassam, afin de prémunir justement les populations de certains quartiers de ces risques d'inondation. Il faut noter également que le gouvernement a eu un effort particulier sur la ville de Grand Bassam qui avait été frappée par des inondations, on s'en souvient, il y a quelques années, le quartier France et toute la zone lagunaire, à travers un investissement de 22 milliards de francs CFA que nous avons pu obtenir du gouvernement pour l'ouverture définitive de l'embouchure dont les travaux sont quasiment achevés aujourd'hui, ce qui préserve donc cette zone maritime, le quartier France, la ville historique de Grand Bassam, d'inondations futures. Je vous remercie. Alors, vous allez maintenant devoir conclure. Nous sommes au terme de nos échanges. Donc, la deuxième partie essentielle de cette émission, c'était de vous lire les mesures urgentes qui ont été prises en Conseil des ministres, les 5 mesures. On vous les a lues et puis les personnes ressources sur notre plateau vous ont expliqué concrètement de quoi il va s'agir. Donc, messieurs, je vais commencer par vous. Quels sont vos derniers propos pour conclure? Merci, vous avez madame. un appel annoncé, c'est le moment. Oui, Chacun le dernier propos, c'est vraiment encore une fois de réitérer les appels que nous avons l'habitude de lancer. C'est des appels à la discipline, à l'autodiscipline, parce que sur 2 volets, sur le fonctionnement des ouvrages,
l'incivisme des populations est un grand facteur du dysfonctionnement des ouvrages et principalement par le rejet des ordures dans ces ouvrages-là. Les ordures. Donc l'appel, c'est vraiment un appel à la population au respect des ouvrages de drainage pour leur permettre de jouer. J'ai oublié de vous poser cette question. Quand vous parlez d'ordures, est-ce qu'il y a régulièrement dans les quartiers des endroits où les populations peuvent déverser les ordures en dehors des grosses bennes, hein? Est-ce qu'il y a des endroits où régulièrement c'est possible? Non, les endroits appropriés pour rejeter les ordures, ce sont les bennes qui sont entreposées à certains endroits des quartiers, puisque ces bennes-là, par la suite, font l'objet d'enlèvement par les sociétés en charge de la gestion des déchets. D'accord. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Colonel Yeo, vos derniers propos. On est déjà au terme de l'émission. Allez-y rapidement. Bien, merci Madame Touré. C'est vraiment un appel et un rappel aux populations pour respecter les mesures simples, basiques, mais qui sont efficaces pour sauver des vies. Libérer les zones à risque, se tenir régulièrement informés, éviter de recoloniser des zones qui sont identifiées comme dangereuses ou de braver des consignes simples qui sont données régulièrement et qui sont rappelées parce que effectivement, ça permet de sauver des vies et ça évite qu'il y ait des surrisques qui emmènent qu'on puisse avoir des renforcements, comme le dernier point du communiqué du gouvernement Lamonté. Voilà, c'était sur ça que je voulais terminer avec votre permission. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Alors, Monsieur Batéan, quels sont vos derniers propos, s'il vous plaît? C'est dans la continuité, demander aux populations pour une question de vie ou de mort, de libérer ces zones à risque et rassurer les uns et les autres que nous allons faire énormément d'efforts pour non seulement libérer ces différentes zones à risque et veiller à leur sécurisation en appui avec les collectivités territoriales. Et pour terminer, rassurer les différents détenteurs de titres de propriété définitifs, des personnes qui vivent dans les sites approuvés, qu'elles n'ont pas grand-chose à craindre parce que le ministère de la Construction, en lien avec le ministère en charge de l'assainissement, dans la planification de ces différentes zones, a pris le temps de faire une analyse holistique des difficultés que les populations peuvent rencontrer. On a pris le temps de dégager des zones non constructibles. D'accord, je vous remercie. Monsieur Moulou, vous me permettrez de conclure rapidement en 3 points. Tout d'abord, en remerciant le président de la République et le Premier ministre pour l'attention particulière qui a été accordée à la ville de Grand-Bassam dans le cadre de la gestion de cette crise. Ensuite, un appel à la vigilance de nos populations. Et enfin, rassurer les populations sur le fait que des dispositions sont prises pour éviter la survenue de drames tels que ceux que nous avons connus dans la ville de Grand-Bassam, grâce notamment aux investissements pris par le gouvernement que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je remercie, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour tous ces éclaircissements. Des mesures urgentes prises en Conseil des ministres, nous venons de vous les énoncer et de vous expliquer le contenu en ayant pris le soin bien avant de faire le bilan, la situation en réel en ce qui concerne cette saison des pluies. La Sodexam nous annonce également que le pic est passé, mais il y a des fortes pluies encore qui sont annoncées. Donc, vigilance. Il vous demande également d'être extrêmement discipliné et surtout éviter les zones à risque. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Merci de nous avoir suivis. Madame, monsieur, bonsoir.